Et ce soir donc un invité exceptionnel. Bonsoir amiral. Bonsoir Darius. Vous êtes amiral Pierre Vandier, le commandant suprême de l'OTAN pour la transformation militaire. Avec vous évidemment on va commenter les événements, mais plus que ça comprendre comment l'OTAN se prépare face à la Russie. Rappelons d'abord la carte, simplement l'ampleur de ce qu'est l'OTAN. Les pays, plus encore maintenant depuis le 22 février 2022, 1 milliard de personnes qui sont sous le parapluie. Voilà, l'OTAN, c'est une alliance qui a été créée en 1949 à l'instigation des pays européens. À l'époque, on se souvient, le coup de Prague, le blocus de Berlin. Les alliés qui avaient eu le traité de Bruxelles traversent l'Atlantique et demandent aux Américains de venir les aider. Voilà, cette alliance n'a cessé de croître. Elle a agrégé des pays, l'Italie, la Turquie, l'Allemagne. C'était un grand débat à la fin des années 50. Et puis, à la chute du mur, elle s'est considérablement élargie en regroupant les pays de l'ex-pacte de Varsovie. Et donc aujourd'hui, c'est une alliance de 32 pays, avec 2 pays de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis et le Canada, et le reste en Europe. Alors ça, c'est l'histoire longue, l'histoire toute récente. C'est soir après soir. Vous savez que la rédaction de l'ECI montre à quel point il y a une espèce de branle-bas de combat de l'OTAN, surtout pour trouver de la masse. Expliquez-nous pourquoi tous ces pays, face à la Russie, cherchent maintenant à avoir de la masse en termes d'hommes et de matériel très vite. Si vous voulez, il y a un présupposé qui a prévalu dans les 30 dernières années, c'était que finalement la grande guerre patriotique était terminée et que finalement les sujets de sécurité ne nécessitaient pas d'avoir énormément de stocks, de munitions, de soldats prêts, etc. Et force est de constater que le 11 septembre, l'Afghanistan, l'Afrique ne nécessitaient pas des forces considérables. Et là, brutalement, on découvre que la Russie, en fait, reste une puissance militaire de premier plan, qui est prête à envoyer des centaines de milliers de soldats, qui est prête à perdre 1000 hommes par jour en ce moment, qui envoie des centaines de missiles, là où nos stocks sont beaucoup plus petits. Ce chiffre vertigineux, pardon de vous couper, 1000 hommes par jour, oui, dites-vous, blessés et morts compris. Blessés, mis hors de combat, oui. Ça paraît tellement, pour nos sociétés, l'idée de perdre 1000 hommes par jour est inimaginable. Eux le font. Parce que c'est la guerre, et en fait ils ont réussi à imposer leur style de guerre à l'Ukraine, donc une guerre finalement qui a une tête de guerre de 14 avec des technologies du 21e siècle. Mais ça reste du sang et de l'acier. Amiral, les images, on va revenir notamment à la résistance de la Russie dans ce qu'elle peut avoir d'inquiétant si une guerre devait éclater avec l'Ouest en général. Arrêtons-nous sur les images du jour, puisqu'elles inspirent évidemment les préparatifs de l'OTAN, notamment la réponse de Poutine qui a commencé, il faut rappeler, 5 opérations coup de poing menées avec succès par les Ukrainiens contre une base à Oleniak avec les drones, les trains, le pont de Crimée, l'opération Tupolev, maintenant les Iskander aujourd'hui. Réponse des Russes, ce sont ces bombardements sur Kharkiv notamment, on va voir certaines de ces images. Ils ont toujours en quantité des missiles, des drones, bien plus qu'on ne le pensait. Pourquoi ? Parce que la Russie est restée une puissance militaire. Finalement, la chute du mur n'a pas été un grand désinvestissement. Quand vous lisez La fin de l'homme rouge, qui a eu un prix Nobel de littérature en 2015, on raconte, le général Akromeyev raconte pourquoi est-ce que les Russes, qui ont la meilleure industrie d'armement du monde, se mettraient à fabriquer des casseroles. Et ça, c'est dans les années 2010. Voilà. Donc, ils continuent à entretenir un appareil militaire qui est quand même de bonne qualité. Ils ont des stocks considérables. Ils reprennent des vieux chars des années 70 qu'ils ont juste conservés et ils en renvoient ça au combat. Donc, c'est un pays qui a une véritable profondeur stratégique militaire. L'économie de guerre, dites-vous, elle n'a pas commencé d'ailleurs en 2022. Elle date de bien avant chez eux. Elle date finalement de l'arrivée au pouvoir de Poutine, c'est-à-dire en fait à partir des années 2000, la guerre de Tchétchénie. Ils se sont mis vraiment à redévelopper des outils, à moderniser les vieux matériels. Il y a toujours des Tupolev de la guerre froide, mais aujourd'hui ils ont des bombes planantes et des drones. Quand on voit ce qui s'est passé à Olenia, cette opération incroyable, le président Trump lui-même la commente aujourd'hui de façon un peu fascinée en disant c'est incroyable parce qu'ils ont réussi, un mélange de fascination et de crainte. Ils ont réussi avec des drones qui coûtent quoi, 500 €, oui, à détruire des avions qui en coûtent des millions, des dizaines de millions. Si vous voulez, quelque part, c'est pas nouveau dans l'histoire militaire. Il y a, vous vous souvenez, la guerre de Troie. On a pris un cheval en bois, on l'a mis à l'intérieur d'une cité, et finalement, on a réussi à faire avec 10 hommes ce qu'il fallait faire avec 10 000. Donc, c'est ça l'art de la guerre. C'est en permanence, il faut inventer quelque chose qui vous permet de résoudre un problème. Et le génie des Ukrainiens, ça a été d'inventer ce cas d'usage. Et est-ce qu'il est répétable ? C'est pas évident. Je pense que les Russes vont scanner tous les camions qui rentrent en Russie. À partir de maintenant, il faudra inventer autre chose. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la technologie moderne permet d'inventer très vite des cas d'usage très performants. Comment est-ce que vous réfléchissez ? Vous êtes l'homme au cœur de cette alliance, vous le disiez, 1 milliard de personnes qui doivent se protéger de cela, dans l'idée que